Congo est tenu entre les mains de deux hommes totalement inconnus pour le grand public, Maurice Tempelsman et Dan Cartler. Le premier entre 1960 et 90 et le second entre 2000 et 2015. Petit aparté, oui, Mobutu ne fait pas partie de la liste et tu vas comprendre pourquoi juste après. En 1960, Lumumba est élu et il promet les ressources du sol congolais à son peuple. Les Belges, qui avaient la main mise sur les ressources, se sont empressés d'envoyer leur armée dans la région du Katanga, extrêmement riche en cuivre, en cobalt et en diamants. Après ça, ils se servent de Moïse Tshombe, un homme d'affaires du pays, pour annoncer la sécession de toute cette zone. Donc à ce moment, le Congo, c'est le nord de Lumumba, le sud de Tshombe, sous influence belge bien sûr, et cette petite région qui s'appelle le Kasaï, pris par Albert Kalonji, soutenu par d'autres Belges encore. C'est là que Lumumba fera une erreur fatale. Il annonce officiellement que si les États occidentaux ne font rien pour l'aider contre l'invasion belge, alors il ira chercher de l'aide ailleurs. Et ça, c'est interprété par les Américains comme l'annonce d'une alliance avec l'Union soviétique. C'est à ce moment que le chef de la CIA dira Lumumba est pire que Castro. L'ambassade américaine au Congo dira le gouvernement de Lumumba doit être détruit. Lumumba, lui, ne savait rien du plan américain de le faire tomber. Il avait juste prononcé ces mots en espérant que les choses bougent. Il ira ensuite à New York pour demander l'aide des Nations Unies. Son officier de sécurité à ce moment-là, c'est la même personne qu'il trahira quelques mois plus tard, Mobutu. Il rentre ensuite au Congo sans certitude mais avec un bon sentiment. C'est là que Maurice Tempelsman entre en jeu. Faut bien voir qu'à l'époque, le commerce de diamants est tenu dans les mains d'une famille, les Oppenheimer. Ces derniers ne veulent pas voir le Congo tomber aux mains des Russes. Et ça peut se comprendre. Imagine que tu as tous les diamants du monde, tu es ainsi le seul à pouvoir définir les prix. Mais si quelqu'un d'autre en a autant que toi, alors il peut vendre moins cher. Et là, il te prend tous tes clients. Mais les Oppenheimer ne sont pas embêtés. Ils ont des hommes chez les Belges, les Anglais, et surtout un homme très important chez les Américains. Un certain Maurice Tempelsman. Un homme qui deviendra d'abord très influent au Ghana et au Congo, précisément parce que ces pays ne voulaient pas vendre leurs diamants à des hommes liés aux anciens colons, ni aux Oppenheimer. Donc Tempelsman, il y va en se présentant comme un homme d'affaires américain totalement indépendant, et même en compétition avec les Oppenheimer. Ce Maurice Tempelsman est intéressant pour plein de raisons, mais le plus important, c'est peut-être sa proximité avec des politiques américains, des Kennedy au Clinton, en passant par Barack Obama et même Lyndon B. Johnson. Je vous ai dit, il a le bras long. Après ça, il va se servir de l'ONU, du département d'État américain et de la CIA pour faire avancer ses intérêts en Afrique. Pour ça, il a un employé de renom, Adlai Stevenson, candidat à la présidentielle des années 50, qui est un peu son homme à tout faire. Il le paye pour impressionner les chefs d'État africains et prouver son influence, il négocie auprès du département d'État américain afin qu'ils achètent des diamants à Maurice, et enfin il négociera avec de hauts responsables de l'ONU pour délaisser Lumumba et défendre les intérêts de Oppenheimer. Mais c'est pas tout. Maurice Tempelsman engage aussi George Whitman, ex-agent de la CIA, qu'il enverra négocier avec le directeur des opérations civiles des Nations Unies au Congo. Et enfin il engage Larry Devlin, qui est chef de la station de la CIA au Congo, qui deviendra son agent de terrain. Larry Devlin, c'est l'homme qui avait donné le feu vert pour que l'on donne Lumumba aux forces de Moïse Tshombe afin qu'il se fasse tuer. En gros, pour faire simple, ce mec, Maurice Tempelsman, a corrompu une partie des Nations Unies et de la CIA pour servir ses intérêts sous prétexte de lutter contre l'Union soviétique. Par conséquent, lorsque Lumumba est assigné à résidence à Léopoldville sous la garde des forces de l'ONU, Washington exige qu'ils abandonnent Lumumba. On le voit dans les rapports déclassifiés de la CIA, malgré les multiples appels de partisans de Lumumba aux États-Unis et à l'ONU, il sera totalement abandonné. Bref, avec l'aide directe de la CIA, Moïse Tshombe capture Lumumba et le fait torturer et jeter vivant dans de l'acide sulfurique, pour la simple et bonne raison qu'il voulait les ressources de son pays pour le peuple de ce même pays. Après sa mort, Lyndon B. Johnson, le nouveau président, très proche de Tempelsman, s'attaque aux anciens soutiens de Lumumba. Ce sera alors Mobutu, son ancien officier de sécurité personnelle, qui prend le pouvoir. Ce même Mobutu qui avait reçu des paiements des services secrets belges dès 1956 et par la CIA quelques mois avant l'assassinat de Lumumba. Il conservera son pouvoir jusqu'en 1997 et fera ses affaires avec Maurice. Ce dernier lui donnera des conseils pour conserver le pouvoir, lui livrera un pourcentage sur ses affaires dans le pays et lui livrera des lobbyistes américains pour défendre ses intérêts à Washington. Et c'est ainsi que Maurice et Mobutu contrôleront le Congo pendant 30 ans. Prochaine vidéo, on parle de Dan Cartler.